Bonjour, je me présente, Julie Côté. Je suis chargée de projet chez, chez Expérience, qui est le CCTT de l'ITHQ. Nous, on se spécialise dans l'expérience client et l'expérience employé. Puis aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur un des axes de recherche sur lesquels on travaille, qui est les environnements multisensoriels, accueillants et mémorables. Alors, je vais partager mon écran. Et voilà. Donc, les environnements multisensoriels et accueillants et mémorables, comme je vous disais, c'est un axe de recherche qu'on a au CCTT Expérience. Et puis, bon, on a entendu ce matin, il y a eu des présentations sur les environnements intelligents. Puis, c'est comme ça qu'on a été invité en fait, collaborateurs au CIMEC pour pouvoir vous présenter notre partie qui est comment les environnements sont perçus. Je vais vous expliquer un petit peu comment on peut faire un lien aussi avec les environnements intelligents un peu plus tard dans ma présentation. Donc, on se demande, la première question qu'on se demande quand on fait des études et recherches sur les environnements accueillants, c'est qu'est-ce qui rend un environnement accueillant et un environnement mémorable. Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en cause quand on va avoir un environnement et qu'on va vouloir le rendre plus accueillant et donc mémorable. Il va y avoir plusieurs facteurs en fait de décor, en fait d'impression. Et puis, tout ça va être mis ensemble pour créer une atmosphère qui va être favorable à l'accueil et puis qui va être mémorable. Et quand on dit mémorable, il faut surtout se rappeler qu'on veut parler de mémorable de façon positive. Donc, c'est sûr qu'on souhaite avoir des environnements pour lesquels on va avoir des souvenirs positifs et agréables. Donc, c'est comment créer cet espace-là qui va nous permettre de créer ces moments mémorables-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui rend un environnement accueillant? Il y a plusieurs choses qui vont entrer en considération pour rendre un environnement plus accueillant. Il y a déjà l'atmosphère dans un environnement. On peut arriver à quelque part deux fois dans le même environnement, puis l'atmosphère étant différente, on va se sentir accueilli de façon différente. Par exemple, si on arrive dans un magasin où on a l'habitude d'aller puis qu'on trouve agréable, on rentre puis on a une attente qu'on va se sentir bien, puis on est accueilli par le personnel, puis l'environnement est accueillant, ça va mettre une atmosphère favorable et positive. Par contre, si on rentre dans le même endroit, puis il y a un problème avec le service, puis il y a des consommateurs qui sont pas contents, puis il y a de la bisbille, les gens sont insatisfaits, ça parle fort. On va avoir une atmosphère complètement différente pour le même environnement, puis ça va teinter le sentiment d'accueil qu'on va avoir quand on va arriver dans cet environnement-là. Donc, l'atmosphère, donc au-delà du côté physique de l'endroit, puis au-delà même des services qu'on va recevoir, l'atmosphère qui va régner dans l'environnement va avoir un effet sur la manière, le sentiment d'accueil qu'on va ressentir. Il y a aussi, en deuxième partie, l'environnement comme tel. Donc, l'environnement comme tel, c'est sur cette partie qu'on va se concentrer beaucoup
aujourd'hui dans la discussion, là, on parle de l'environnement physique comme tel. Donc, tout ce qui est caractéristiques multisensorielles, donc visuel, les couleurs de la pièce, la luminosité, tout ce qui est l'environnement sonore, qu'est-ce qu'on entend autour de nous, tout ce qui est l'environnement olfactif, les odeurs, on rentre dans un environnement, est-ce que ça sent bon? Ou au contraire, ça sent vraiment mauvais. Donc, tout le reste peut être magnifique, mais s'il y a une odeur désagréable, peut-être qu'on va se sentir moins accueilli ou on va avoir moins plaisir, on va avoir, la mémoire de cet environnement-là va être teintée par le fait que l'odeur qui régnait était désagréable. Donc, tous ces facteurs-là de l'environnement vont jouer aussi un impact sur la manière qu'on va percevoir l'environnement accueillant. Puis aussi, le troisième facteur ici, l'état d'esprit dans lequel on est. C'est sûr que quand on parle d'état d'esprit, on parle aussi de nos attentes. Donc, si on arrive dans un environnement avec par exemple, si on arrive à un restaurant, puis on s'attend à ce que ce soit un restaurant très chic et très très chic, très cher, très m'as-tu vu, on s'attend à ça, on arrive au restaurant et puis tout à coup, on se rend compte que c'est des banquettes en plastique, par exemple, qui servent de siège. Ben, notre état d'esprit on n'avait pas l'état d'esprit correct pour l'environnement dans lequel on s'est retrouvé. Donc, on va être déçu par l'expérience, alors que si on était arrivé avec des attentes beaucoup plus basses, avec un état d'esprit différent, peut-être que la perception qu'on aurait eu des lieux en rentrant aurait été complètement différente, puis on se serait senti beaucoup plus accueilli. Donc, notre état d'esprit, au-delà des attentes aussi, peut être simplement le fait qu'on soit de bonne humeur ou de moins bonne humeur une journée, on ait eu une bonne nouvelle, notre état d'esprit est déjà beaucoup plus positif, on arrive dans un environnement, on va avoir beaucoup plus de chances de se sentir bien et accueilli, alors que si on est déjà dans le négatif, qu'on n'est pas de bonne humeur, puis qu'on on a eu des mauvaises nouvelles, par exemple, notre état d'esprit va être plus négatif, donc on va avoir plus de chances de voir les petites failles puis de se sentir moins bien accueilli dans le même environnement. Pourquoi avoir un environnement accueillant? Ben nous, CCTT, on travaille à l'ITHQ. C'est sûr qu'on a toujours le côté tourisme, hôtellerie, les transports, tous les différents secteurs du domaine du tourisme. Et puis, c'est sûr qu'avoir un environnement accueillant, ben, c'est dans notre ADN. Ça fait partie de tout ce qui est tourisme, c'est associé à l'accueil. Donc, c'est sûr que quand on parle d'un milieu touristique, par défaut, on souhaite que ce milieu-là soit accueillant, cet environnement-là soit accueillant. Mais au-delà du domaine du tourisme, dans n'importe quel environnement qu'on souhaite rendre plus accueillant, ben, les raisons pour lesquelles on pourrait vouloir rendre cet environnement-là plus accueillant, il y aurait le confort du personnel. Le confort du personnel, on l'oublie souvent. Nous, on parle d'expérience client, mais on parle beaucoup aussi d'expérience du personnel parce que c'est très lié. Hein. Vous allez avoir un environnement, vous pouvez avoir la meilleure personne, la personne la plus compétente, la plus accueillante, la plus gentille avec la clientèle. Si vous la mettez dans un environnement qui est désagréable, qui n'est pas bien aménagé, ou dans lequel il y a des irritants, par exemple, vous placez cette personne-là dans un bureau, puis vous faites jouer, où il y a des travaux tout à côté, puis il y a un marteau-piqueur qui va sonner toute la journée dans les oreilles. C'est sûr que la personne qui est là, son inconfort va jouer sur le fait va jouer sur son inconfort va avoir un impact sur la manière qu'elle va traiter les clients qui vont se présenter. Donc, l'expérience
de cette personne-là qui va être désagréable va aussi contribuer à l'expérience client qui sera moins agréable parce que la personne qui va s'occuper d'eux va être moins patiente, par exemple. Il y a aussi, bien sûr, la raison principale, c'est l'expérience client aussi. Quand on a des clients qui se présentent dans notre environnement, on veut qu'ils se sentent accueillis de façon positive, qu'il y ait une expérience agréable et positive pour que on puisse créer des moments mémorables. Ces moments mémorables-là, on en parle là, puis ça va revenir encore. Ces moments mémorables-là, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à ce qu'une fois que les gens ont quitté l'environnement, ils soient capables de revenir sur leur expérience avec puis que cette expérience-là résonne positivement. C'est-à-dire que quand ils vont penser à la fois qu'ils sont venus dans mon magasin, dans mon restaurant, dans mon hôtel, ben, ça a été une expérience agréable et positive. Donc, ça va leur donner le goût de faire une autre visite ou d'en parler positivement autour d'eux. Donc, nous, chez Expérience, on s'organise pour essayer de comprendre comment on peut créer des environnements accueillants, de plus en plus accueillants. Donc, nos axes de recherche vont vers les émotions et les stimuli sensoriels. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre comment créer des émotions positives quand on dit positif, là, j'ai écrit joie, peur, détente, fierté. C'est sûr que on peut penser que, par exemple, une émotion, peur, peut être une émotion négative, mais ça dépend toujours du contexte. Parce que, par exemple, si vous êtes en train de préparer une maison hantée pour l'Halloween, ben, c'est peut-être un des rares exemples, mais par exemple, donc l'émotion peur va être une émotion qui va être positive dans ce cas-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher pour chacun des environnements avec lesquels on veut travailler, quelles sont les émotions que l'on souhaite faire vivre à la clientèle? Quelles sont les émotions qui sont en lien avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille et qui vont être qu'on souhaite associer avec notre environnement. Puis après ça, ce qu'on va faire en deuxième temps, c'est qu'on va aller étudier les différents stimuli sensoriels qui peuvent avoir un impact sur ces émotions-là. Donc, comment favoriser les émotions positives qu'on a identifiées à travers différents stimuli sensoriels. Puis là, les stimuli sensoriels, je vais y revenir un petit peu plus en détail, mais tout ça dans le but, bien sûr, de créer des moments mémorables. Donc, pour ce qui est des stimuli sensoriels, bien, tout le monde le sait, on perçoit notre environnement à travers les 5 sens, c'est bien connu, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Puis, quand on parle de parcours client, la perception qu'on a de notre environnement au niveau multisensoriel, ça commence avant l'expérience, c'est beaucoup pendant l'expérience, mais c'est aussi après. Donc, quand je dis l'expérience, c'est-à-dire que, comme je disais un petit peu avant, on arrive dans un environnement souvent avec des attentes. Avant notre visite, par exemple, on s'en va dans un spa. Donc, avant notre visite au spa, on va s'être inscrit, on va avoir donc visité le site Internet, on va avoir déjà un visuel des lieux, on va savoir un petit peu qu'est-ce que ça a l'air comme emplacement. On va aussi avoir des attentes par rapport à ce lieu-là. On va se dire, mon Dieu, ça va être calme, la musique va être calme, on s'attend à ce que ça soit de la petite musique de New Age ou classique, mais on ne s'attend pas à avoir, par exemple, du heavy metal ou des choses comme ça, comme musique d'ambiance. On va se créer des attentes, on va voir déjà des choses. Ça va être dans le avant. Quand on va arriver, là, il va y avoir vraiment le parcours client, il va y avoir vraiment l'expérience en tant que telle. Donc,
souvent, la majorité de nos sens vont être sollicités, donc tout ce qui est de visuel, tout ce qu'on va entendre, tout ce qu'on va sentir, ce qu'on va pouvoir toucher et même peut-être goûter. Puis après, ben, c'est ce qui nous reste, c'est les souvenirs, c'est les moments mémorables. C'est aussi peut-être quelque chose qui va, un stimuli qui va nous rappeler notre expérience. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans un restaurant, par exemple, dans lequel, à la fin du restaurant, ils nous donnaient une petite boîte de chocolat. Donc, le lendemain ou le surlendemain, quand on goûtait au chocolat, ça nous rappelle l'expérience. C'est une expérience sensorielle gustative qui nous rappelle notre visite au restaurant, donc qui nous replonge dans l'expérience qu'on a vécue au restaurant. Donc, comment créer un environnement sensoriel accueillant dans le domaine de l'accueil et du tourisme? Ça, ces trois photos-là ont été tirées d'une étude qu'on a faite avec une étudiante des HEC, dans laquelle on posait des questions pour savoir si à quel niveau la présence de personnes humaines ou la présence humaine en général dans les chambres d'hôtel avait un impact sur le fait que les gens vont vouloir louer la chambre en question. Donc, vous voyez ici 3 niveaux de présence humaine dans les chambres. Donc, la photo 1, il n'y a aucune présence humaine. Dans la photo 2, il y a une présence pas très importante, seulement à travers la valise, les souliers et les effets personnels qui sont dans la chambre. Et la photo 3, où on voit vraiment des humains dans la salle. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on posait des questions aux différents participants à l'étude pour savoir laquelle de ces chambres-là ils auraient plus tendance à vouloir réserver si ils voyaient des photos comme ça sur les réseaux sociaux ou sur le site de l'hôtel. Puis, ce qui a été déterminé, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'avoir présence humaine, donc des humains, mais une présence humaine modérée comme la photo avec les souliers et tout ça, la photo 2, était souhaitable. Donc, ce que ça fait, ça, c'est qu'on a déterminé qu'on n'a pas besoin engager des modèles pour venir faire prendre des photos puis dépenser pour avoir les bonnes personnes et tout ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est de faire un petit peu une mise en scène, montrer que les chambres, ils sont occupés et puis ben, c'est assez pour favoriser l'envie pour les gens de louer les chambres d'hôtel. Donc, si on revient à nos environnements accueillants, comme je vous disais un petit peu plus tôt, là, la méthode qu'on va suivre, nous, chez Expérience, c'est qu'on va partir d'une liste des émotions qui sont pertinentes à l'environnement, puis on va s'assurer que les émotions qui sont alignées avec les valeurs, la mission de notre entreprise, pour enfin, après ça, essayer de savoir comment on peut favoriser ces émotions-là. Puis, juste pour vous mettre ça un petit peu plus concrètement, je reviens avec mon exemple de spa. Par exemple, si on disait on veut rendre cet environnement-là dans le spa plus accueillant, la liste des émotions qui vont être pertinentes à l'environnement, ça va être probablement des émotions qui vont être liées plutôt à le calme, la zénitude, la réflexion, des choses comme ça. Donc, par rapport à un autre environnement qui peut être tout aussi accueillant, mais les émotions qui ne seraient pas pertinentes pour cet environnement-là seraient complètement différents. Par exemple, si vous avez une salle une salle de bingo, une salle de spectacle, les émotions que vous voulez faire vivre dans cette salle-là, ce n'est pas le calme et la zénitude, c'est au contraire, vous voulez que les gens soient stimulés, vous voulez que les gens soient contents. Donc, les émotions qui vont être pertinentes, que vous allez identifier,
pour ils vont être alignés avec la valeur, la mission de votre entreprise. Donc, ils vont être différents d'un environnement à l'autre. Dans les deux cas, le but étant de rendre l'environnement plus accueillant, mais à travers des émotions différentes, parce que ces émotions-là doivent être spécifiques à votre entreprise ou aux valeurs et à la mission de votre entreprise. Puis après ça, on va aller voir comment on peut les favoriser, ces émotions-là, à partir des stimuli sensoriels. Et puis, c'est là qu'entre en jeu les différents stimuli sensoriels. Puis aussi, c'est là aussi qu'on peut faire le lien avec les environnements intelligents parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va aller jouer sur les différents facteurs de l'environnement puis voir quel est l'effet sur les émotions. Donc, la partie voir quel est l'effet sur les émotions, on s'en occupe, mais des fois, il y a des capteurs qui ont été discutés ce matin, qui peuvent être utilisés pour mesurer les différents stimuli au niveau physique comme tel. Donc, quand on parle d'environnement visuel, les facteurs, par exemple, les facteurs sur lesquels on peut jouer sont, mettons, la lumière. On peut mettre une lumière très vive ou une lumière tamisée, dépendamment de l'atmosphère qu'on veut donner. Donc, ça, c'est des genres d'informations qui peuvent être captées et qui peut être emmagasiné, stocké, répertorié par l'intelligence artificielle, bien sûr. Puis après ça, peut servir pour nous pour faire des liens aussi avec ce qu'on va trouver au niveau émotif avec les gens. Bon, d'autres facteurs sur lesquels on peut travailler, les couleurs. C'est sûr que les couleurs qui sont utilisées pour, par exemple, la peinture des murs, les couleurs des planchers, les motifs, les matériaux qui sont utilisés. Est-ce qu'on est dans du bois? Est-ce qu'on est dans du métal? Est-ce qu'on est dans des tons chauds? Est-ce qu'on est dans des tons très froids? Le volume de la pièce, c'est souvent quelque chose qui est oublié un petit peu quand on parle d'environnement visuel. On a tous été dans un party une fois où est-ce qu'on était quelques personnes dans une salle beaucoup trop grande pour le groupe. Puis, ça joue beaucoup sur l'atmosphère, sur l'environnement puis l'ambiance qu'il va y avoir. C'est beaucoup plus difficile de se sentir comme dans une ambiance festive si on se sent perdu dans la pièce. Par contre, si on a les mêmes gens dans le même décor, mais dans une pièce beaucoup plus petite, ça va être un environnement qui va être beaucoup plus accueillant. Ici, j'ai les résultats d'une étude qui a été faite sur les emballages alimentaires par l'Université de Calgary. Puis c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'études qui se font pour comprendre le lien entre les couleurs et les émotions que ces couleurs-là véhiculent. Puis ici, vous avez comme des exemples de différents rôles des couleurs sur les émotions. On a aussi les environnements sonores sur lesquels on peut travailler, bien sûr. À ce niveau-là, on peut travailler sur les intensités sonores, bien sûr. Si on a des sons ou de la musique qu'on va utiliser, ça peut être nous-mêmes qui mettons des sons ou de la musique, ou ça peut être aussi l'environnement sonore naturel. On peut être dans un environnement où il y a du bruit. Donc, on peut travailler sur ce bruit-là au niveau de l'intensité. On peut mettre des panneaux acoustiques pour essayer de réduire l'intensité des sons. On peut aussi travailler sur les différents timbres et différentes hauteurs. Il y a des études qui ont été faites que les magasins où il y a de la musique avec avec un tempo plus rythmé, les gens vont magasiner plus, vont acheter plus de choses que si on a de la musique avec beaucoup plus calme et beaucoup plus douce. Donc, il y a définitivement des liens à faire entre l'environnement sonore, ce qu'on entend et l'accueil, comment on va se sentir, les sentiments et émotions qui vont être vécus dans un environnement. Il y a aussi l'environnement olfactif, bien sûr. Ça, c'est un qui a été beaucoup travaillé et utilisé. Les senteurs,
Ça peut être l'environnement olfactif, comme je disais, qui existe déjà, ou ça peut être des odeurs qu'on va ajouter à la pièce. Donc, on travaille sur l'intensité, que ça sente pas trop fort ou plus fort ou moins fort. Il faut toujours que ça sente, que ça soit agréable au niveau de la qualité. Puis, on peut diffuser, puis différentes odeurs. Comme le sens de l'odorat est lié fortement au sens de la mémoire, au centre de la mémoire au niveau du cerveau, les effets entre les odeurs et la mémoire ont été prouvés là, scientifiquement. Donc, on sait qu'on peut jouer facilement sur la mémoire et aussi les émotions quand on travaille avec des stimuli olfactifs. Les environnements textiles, on parle de différentes matières, des tissus, des composantes, la granulométrie de tout ça, la géométrie des meubles, un coussin plus douillet, un comptoir plus froid ou un comptoir chaud. La température aussi dans la pièce va jouer un impact va avoir un impact sur comment on se sent, si on se sent accueilli ou pas. Ça joue la température joue un grand rôle dans le confort en général. Puis finalement, l'environnement autour du goût, qui est probablement celui qui est le moins connu et le moins utilisé parce que c'est beaucoup plus difficile à moins de travailler dans un environnement où on fait la promotion de la nourriture. Sinon, il faut faire des dégustations ou donner des échantillons pour favoriser les stimuli gustatifs. Donc, je vais passer par-dessus mon tutoriel. L'idée pour nous maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait de façon unisensorielle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait pour comment changer un environnement, mais au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau olfactif. Mais ce qu'on croit chez Expérience, c'est que les sens devraient travailler ensemble. Je veux dire, on devrait utiliser la synergie qu'on peut avoir en travaillant avec les différents sens en même temps. Donc, travaillons au niveau multisensoriel en nous assurant que pour chacun des sens, on identifie le meilleur stimuli qui va nous permettre d'atteindre les émotions qu'on a identifiées comme étant les émotions favorables et positives qu'on veut faire vivre. Donc, bien définir ce qu'on souhaite faire ressentir chez nos clients, contrôler qu'on obtient bien chez le consommateur le ressenti désiré, puis après ça, mesurer les émotions suscitées chez le consommateur. Puis, en conclusion, je vous dirais que ce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, à travers tout ça, c'est que la personne à qui on veut plaire, la personne qui va venir dans notre environnement, qu'on veut qu'il se sente bien accueilli et tout ça, c'est un humain. Chaque humain est différent. Ça fait que quand on définit qu'est-ce qu'on veut faire vivre, les émotions qu'on favorise, les stimuli sensoriels qu'on va utiliser, ben, il faut se rappeler que la personne qui perçoit les stimuli, qui vit ces émotions-là, c'est un humain, puis que chaque humain est vraiment différent des uns des autres. Il faut connaître un maximum d'informations sur la clientèle qui est visée parce que il faut aller chercher des informations sur les données démographiques, les différences culturelles, parce qu'on ne pourra pas, pour un même environnement, on va utiliser des stratégies complètement différentes au niveau multisensoriel si on veut plaire à une clientèle, par exemple, très jeune, dynamique et tout ça, par exemple, par rapport à une autre clientèle qui serait complètement différente au niveau des démographiques, des données démographiques. Donc, on veut s'assurer qu'on comprend bien qui est l'humain, qui est le client à qui on veut plaire. Et puis après ça, ben, on peut travailler avec le modèle dont on a parlé. Alors, c'est ce qui conclut ma présentation aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup. On va passer à certaines questions qu'on a eues dans le chat. Donc, on a la question de Alex qui se demande
Est-ce qu'une expérience client trop performante peut apporter à la dépendance des consommateurs? Oh, c'est une très bonne question. La dépendance des consommateurs, jusqu'à un certain point, on pourrait penser que pourrait être souhaitable parce que si on prend dépendance comme étant le goût de revenir, de revivre la même expérience, ben, en fait, c'est ce qu'on souhaite parce qu'en créant des moments mémorables, ce qu'on souhaite, c'est que les gens aient le goût de revenir vivre la même expérience parce qu'ils ont trouvé ça souhaitable et agréable. Donc, si le but était de répéter l'expérience, ben à ce moment-là, oui. Si, par exemple, c'est que ça devient comme, comment je pourrais dire, comme une compétition, puis qu'il faut toujours se rendre encore plus performant et tout ça, peut-être que là, à ce moment-là, il faut voir jusqu'où aller, mais dans chacun des stimuli, on a une espèce de point où est-ce que c'est un point idéal. Puis si on va au-delà de ça, une odeur agréable va être agréable jusqu'à un certain point, mais si on augmente l'intensité trop fort, ça peut être la meilleure odeur du monde, ça va devenir désagréable. Donc, il faut trouver et les caractéristiques et les intensités idéales pour faire vivre les expériences qu'on veut faire vivre à notre clientèle. Est-ce que ça répond à la question? J'espère que oui. On a une autre question qui dit « Présentation très intéressante. Comment ces enjeux d'environnement sensoriel peuvent-ils être mis en perspective dans le contexte de l'expérience augmentée, c'est-à-dire, entre parenthèses, réalité virtuelle, augmentée, metaverse, etc. Pour quel usage? » C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de réalité augmentée et tout ça. Puis on fait un petit peu de travail chez Expérience avec, on commence à toucher un petit peu à ces secteurs-là, bien sûr, parce qu'on veut toujours rester à la fine pointe de ce qui se fait. On travaille au niveau de réalité augmentée beaucoup avec les aspects visuels, avec les aspects auditifs, puis on mesure beaucoup au niveau du confort dans ces points de vue-là. Moi, ce que je trouve, c'est que toutes ces nouvelles réalités-là, il manque quelques aspects sensoriels, notamment la dimension olfactive et des fois de texture. Donc, c'est sûr que pour avoir l'expérience ultime multisensorielle, il y a encore un petit peu de travail à faire pour les nouvelles technologies, mais je pense qu'au niveau visuel puis au niveau auditif, déjà, c'est des choses qui peuvent renforcer l'expérience déjà qui est là, puis avec ces différents stimuli-là qui sont les facteurs de la réalité augmentée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a Alex qui vous remercie beaucoup de votre réponse. Ouais, merci, Alex. On n'a pas de nouvelles questions, alors merci beaucoup. On a un commentaire aussi qui vient de s'ajouter. Belle présentation, intéressant. Merci beaucoup.